ne vais pas me cacher, mais dans ces temps difficiles, il faut prendre une décision. Je vais me présenter à l'élection. Voici comment les choses se sont passées. C'était ce matin, lors de la cérémonie des héros. Et Vladimir Poutine répond à une question. Regardez. En tant que représentant du peuple russe, de tout le Donbass, j'aimerais vous demander de participer aux élections, car il y a beaucoup à faire. Nous avons eu la liberté et le droit de voter, et nous voudrions y participer. Vous êtes notre président. On a besoin de vous. Toute la Russie a besoin de vous. Merci beaucoup. Je ne vais pas me cacher, mais dans ces temps difficiles, il faut prendre une décision. Je vais me présenter à l'élection. Sylvia Mikon, cette élection aura lieu, donc vous nous le disiez, du 15 au 17, parce que ça se déroule sur 3 jours. Mars, il y en a plusieurs, on va les découvrir avec vous. Celui qu'on connaît bien, c'est celui-là, c'est Grigory Yavlinsky, parce qu'il s'est déjà présenté à au moins 3 présidentielles, dont 2 face à Vladimir Poutine. Il fait partie de la vieille génération. C'est le fondateur du parti russe d'opposition Yabloko. Alors il plaide en faveur d'un cessez-le-feu en Ukraine et il y va fort tout de même dans ses propos. C'est vrai qu'il s'était déjà prononcé contre l'annexion de la Crimée et bien sûr contre la guerre en 2022. Alors pourquoi le Kremlin le laisse faire? C'est vrai que c'est la question qu'on se pose, parce que ce sera le candidat utile, celui qui permettra d'avoir un semblant de démocratie et puis d'associer l'idée de cessez-le-feu à l'opposition. Regardez ce que disait d'ailleurs l'ISW, l'Institut pour la guerre, hier. Le Kremlin pourrait stratégiquement permettre à Yavlinsky de critiquer le gouvernement russe afin de préserver son apparence de légitimité électorale et de délégitimer un éventuel soutien à un cessez-le-feu entre les factions du Kremlin. Selon une source interne russe, il y aurait déjà un accord avec l'administration présidentielle, OK pour participer aux élections, mais il faudra aussi critiquer le gouvernement ukrainien, critiquer le président Zelensky. Le résultat final de l'élection serait même déjà bouclé d'avance, entre 1 et 1,5%, même si on sait que c'est assez fidèle à ce qu'il avait déjà fait en 2018, parce qu'il avait récolté 1,05% des voix. Alors, vous vouliez nous parler aussi d'une autre candidate qui s'est déclarée récemment. Oui, c'est une ancienne journaliste, mère célibataire. Elle s'appelle Ekaterina Duntsova. Elle vient du nord de Moscou, où elle a été élue à l'assemblée locale d'une ville de 60 000 habitants. Alors, elle est inconnue du grand public. Elle est boudée d'ailleurs par les grands médias et elle se présente comme pro-démocratie, pacifiste et en faveur des libertés individuelles. Elle est très prudente sur l'Ukraine. Vous allez le voir, elle pèse tous ses mots. Et elle promet aussi de libérer tous les prisonniers politiques. Si elle est élue, il faudra encore qu'elle réunisse effectivement les 300 000 signatures dont vous parliez pour pouvoir se présenter. On va l'écouter. Beaucoup de gens m'écrivent. Vous nous avez donné de l'espoir. Si vous parvenez à vous présenter, nous voterons sans aucun doute pour vous. Nous irons voter pour la première fois depuis un long moment, car nous n'avons pas voté dernièrement, parce qu'il nous semblait insensé de participer à des élections sans choix. Нас со стороны, в Европе, в Америке отождествляют только с одним человеком. Россияне — это Путин, Россия — это Путин. Это тоже неправильно. И я вообще не сторонник коллективной вины за то, что происходит. Решение принималось не всеми людьми, которые живут в этой стране. Alors, enfin, autre candidat, Anne, il s'agit d'Igor Girkin. On le connaît bien, effectivement. Il est en prison depuis cet été, soupçonné d'extrémisme. Et c'est depuis sa cellule qu'il a annoncé sa candidature ultranationaliste, ancien dirigeant du Donbass, très critique envers le Kremlin, à qui il reproche d'ailleurs l'échec, en quelque sorte, de cette guerre. Il est en train, lui, de réunir toutes ces signatures nécessaires. Et tant qu'il n'est pas condamné, il peut participer à cette élection. Merci beaucoup. Déjà, j'aimerais vous dire que c'était une grande surprise pour les médias russes et pour les journalistes étrangers, puisque nous pensions tous que Vladimir Poutine annoncerait sa candidature le 14 décembre, le jour de sa conférence de presse et de l'émission de télévision Ligne Directe. Mais le chef du Kremlin a finalement préféré l'effet de surprise. Il organisait au Kremlin aujourd'hui, comme vous le disiez, la cérémonie des héros de la patrie, avec notamment des soldats de retour du front. Et c'est l'un d'entre eux qu'on a pu voir sur ces
ces images, peut-être même le plus connu, Artem Zoga, président du Conseil populaire de Donetsk et chef du bataillon Sparta, qui a demandé à Vladimir Poutine à la fin donc de cette cérémonie, et tout cela bien entendu devant les caméras, s'il avait entendu, je cite, la voix du peuple qui lui demandait de se présenter pour ne pas laisser tomber les Russes. Ce à quoi Vladimir Poutine a donc dit qu'il ne se cacherait pas et qu'il avait longuement réfléchi, mais que c'était désormais le moment et qu'il comptait se présenter à l'élection présidentielle. La décision en elle-même n'est pas une surprise puisqu'on le savait, mais le timing et la symbolique le sont. Annoncer sa candidature à un soldat lors d'une cérémonie pour les hommes de la nation, c'est une manière de montrer les objectifs de Vladimir Poutine pour sa campagne de 2024, et ce, peu importe ce que pense l'opinion internationale, puisque Dmitri Peskov a dit aux journalistes ouvertement que Vladimir Poutine n'avait pas consulté ses homologues internationaux avant d'annoncer sa candidature. Du 15 au 17 mars, parce que ce format de vote à 3 jours était d'abord expérimenté pendant le confinement. Et pour les Russes, c'était une source éternelle des anecdotes et des histoires drôles, parce qu'on voyait les vidéos de vote dans les cabines de voitures, sur les troncs d'arbres coupés. C'était en illégalité totale, avec les cartons en guise des urnes. Et donc, à ce moment-là, on a, comme si on a essayé les nouveaux types de vote qu'on peut faire accepter à la population. Actuellement, ce vote sera fait aussi pendant 3 jours en absence des observateurs, parce que jour pour jour, le 17 août, on a commencé à vraiment oppresser le mouvement Golos, la voix qui était le mouvement des observateurs. Et donc cette procédure électorale pendant 3 jours, avec l'utilisation massive de vote électronique et absence des observateurs, puisque maintenant les observateurs ou les membres de commission d'élection peuvent être représentés que par la chambre publique. C'est une organisation quasi étatique qui peut déléguer ses observateurs dans les commissions, ou par les candidats eux-mêmes. Mais pour ça, les candidats doivent être soit les membres de parti et présentés par le parti, soit ramasser 300 000 signatures comme les candidats qui se sont autoproclamés. Et vous me disiez même les 300 000 signatures, elle peut pinailler sur ne serait-ce qu'une virgule. C'est ce que vous me disiez, Aglaé ? Quand vous avez une faute style une virgule de trop dans l'adresse, cette signature était invalidée tout de suite. Donc, encore une fois, c'est pas important comment on vote, c'est important comment on compte. Et la législation est vraiment réglée actuellement pour essayer de minimiser toute protestation, même si Navalny a appelé encore hier de voter pour n'importe qui, sauf Poutine, pour faire cette contestation. Et je crois que aussi les votes de 2018, quand le candidat des communistes Grudinin s'est présenté, et tout d'un coup les services politiques du Kremlin se sont rendus compte qu'il prend plus de l'importance qui était accordée dans leur projet. Bien sûr, la campagne de diffamation a été déclenchée, etc. Donc aujourd'hui, on va savoir que n'importe quel autre candidat en face de Poutine qui va un petit peu prendre de l'importance, rien que dans les sondages, et il risque de tout de suite être évacué d'une façon ou de l'autre. Magali, c'est un bon pied de nez non seulement aux Occidentaux, ce qui se passe, mais aussi à l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine devait avoir des élections présidentielles, elle n'en a pas. Le président Zelensky a dit pas avant la fin de la guerre, tout du moins. On voit un président omniprésent, Zelensky l'est un peu moins. Quand il apparaît, c'est en difficulté. Il se nomme même à un moment donné le Congrès américain pour ne pas parler, il va au G7. On voit vraiment quelqu'un qui a l'air requinqué par rapport à justement ces Ukrainiens qui sont en difficulté. Et Margot le disait, il n'a pas pris soin de consulter ses partenaires, enfin ses alliés, c'est pas ses alliés, mais c'est les Occidentaux pour éventuellement discuter de sa candidature. Là, on voit vraiment un Vladimir Poutine qui est requinqué. Une position de force, on le disait. Il joue de cette différence. Hein, et il va insister là-dessus, on peut en être sûr dans les prochaines semaines. On a en effet un président, on le voit bien, qui est absolument pas contesté. On lui réclame de se présenter comme candidat. Hein, c'est vraiment... Et d'ailleurs, oui, vous avez raison, c'est pas la première fois que... Alors là, c'est un soldat, mais la dernière fois, je crois que c'était une mère de famille ou une jeune fille qui disait à Poutine, allez, il faut vous présenter, on a besoin de vous. Donc il y a cette espèce de mise en scène selon laquelle, voilà, c'est vraiment une aspiration du
peuple d'avoir une nouvelle candidature, 5e fois quand même. 71 ans, 5e fois. Ouais. Et c'est vrai que le contraste avec un Zelensky qui aujourd'hui paraît plus contesté en Ukraine, où les sondages sont nettement moins bons, que sa cote de popularité a quand même chuté, où il est contesté par son chef d'état-major, qui lui est bien plus populaire que lui. On voit à quel point la politique devient plus compliquée en Ukraine. C'est clairement la fin de l'union sacrée autour de Zelensky. Et évidemment, par contraste, Poutine, lui, va pouvoir dire, oui, mais alors, vous voyez, en Ukraine, il n'y a pas d'élection. Moi, j'arrive à en organiser une. Évidemment, tout ça, c'est de la... Et moi, je vous l'annonce, comme Margot le disait, depuis chez moi, et pas sur un plateau de télé, je suis au Kremlin, je vous l'annonce. C'est de la communication. En plus, c'est sur 3 jours, donc l'opposition dit déjà, mais ça ouvre la voie à toutes les manipulations, parce que pendant 3 jours, on peut avoir des bulletins qui sont stockés. Enfin, autant dire que ça laisse du temps à évidemment un bourrage d'urne ou autre chose. Vous avez des gens qui votent plusieurs fois. Mais il reste qu'il pourra dire... Il y a des élections chez moi, il n'y en a pas en Ukraine. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la Chambre haute du Parlement russe qui a donc hier donné la date officielle du scrutin, donc pour ces 3 jours au mois de mars, expliquait que ces élections seraient une sorte de point culminant de la réunification avec justement les régions nouvellement annexées. Donc c'est vrai que c'est pour Poutine une façon de dire, comme vous le disiez, qu'il arrive là, mais en ayant réussi à agrandir le territoire de la Russie, et ça va être aussi... je vous donne la parole tout de suite après. On va faire un petit tour de plateau, ne serait-ce que sur cette séquence et ce qu'elle veut dire, cette symbolique, Aglaé. Colonel, vous l'avez vu aussi, cette séquence. Oui. Bien évidemment, Paul nous le disait, oui, évidemment, ça se passe toujours un peu comme ça. Il y a toujours des petits effets de surprise. Il n'était pas surpris, Paul, contrairement à nous, par exemple, qui avons peut-être un peu moins familiers avec cette culture soviétique. Ça peut se passer comme ça aussi. Culture russe. Oui, culture russe. Mais avec quand même un long passé. Oui, d'ailleurs, au passage, ça m'a pensé que Vladimir Poutine doit bientôt égaler la durée du règne de Staline et que encore 2 mandats. Encore, voilà, et il sera... Ça fait quasiment un quart de siècle qu'il est au pouvoir, quand même. Oui, non, mais encore un mandat et il sera... voilà, encore, allez, un autre mandat et il faudra remonter au tsar Nicolas Ier pour avoir un règne aussi long en Russie. Donc oui, bien sûr, il n'y a aucune surprise là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que il fait ça... comment dire, il y a une situation, on est dans une période où on a l'impression que même s'il est avec des soldats, la guerre, finalement, c'est un événement périphérique. Voilà, les choses sont revenues dans la normalité, dans l'ordre, que ce soit d'ailleurs au niveau international. Il fait des visites internationales. Là, on va se préoccuper de questions essentiellement intérieures, que ce soit bien sûr dans le débat du 14 décembre, puis pendant la campagne électorale, en disant voilà, bon, finalement, bon, ok, les choses, bon, il se passe des trucs un peu à la frontière, des nouvelles provinces annexées. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir qu'on met en avant un soldat qui est finalement un soldat ukrainien, en réalité, du Donbass, de l'ex-république du Donetsk. Mais d'un côté, donc, il assume cette guerre, finalement, même si c'est toujours une opération spéciale, il l'assume, il est devant des soldats, bon, ok. L'an dernier, il n'aurait pas été du tout dans la même situation. Au même moment, l'an dernier, il faisait profil bas. Il n'avait pas l'envie justement de tenir ce grand rendez-vous. On est à une semaine de ce grand rendez-vous, le 14 décembre, où il va y avoir conférence de presse et questions-réponses. Le 14 décembre, et puis c'était une époque où il faisait plutôt profil bas. Il venait juste, l'armée russe venait subir des défaites, venait au mois de novembre de perdre Kherson. Il avait été obligé de lancer une mobilisation en général, qui avait provoqué aussi un certain nombre de remous, une fuite. Enfin, c'était une séquence qui était beaucoup plus sombre pour lui. Là, voilà, il veut donner, en tout cas, le sentiment que c'est lui qui maîtrise les événements, qu'il ne les subit pas, que c'est lui qui les maîtrise. Donc c'est lui qui décide quand finalement il annonce sa candidature et que voilà, c'est lui qui a l'initiative. Au moment de la guerre, enfin de l'opération spéciale et de la mobilisation, qui n'a jamais été une mobilisation générale absolue, Poutine a eu l'intelligence de laisser partir tous ceux qui voulaient partir, dans ces classes moyennes qui auraient pu être des opposants potentiels. Et là, alors que finalement sa situation à bien des égards s'est rétablie,
il y a cette espèce de coup d'accélérateur vers un régime totalitaire. Et peut-être qu'Aglaé pourra nous Et c'est d'ailleurs difficile pour ceux qui sont partis. Ils reviennent actuellement parce qu'on les empêche aussi d'exister et de vivre en dehors de la Russie.